Bienvenue à Entre les lignes pour parler littérature, pour parler mots et lettres. Et nous allons parler aussi du courage. C'est le titre d'un livre récent de François Bousquet, Courage, manuel de guérilla culturelle. François Bousquet qui est rédacteur en chef de la revue Éléments et qui dirige également la nouvelle librairie que vous pouvez retrouver dans le quartier latin, juste en face du jardin du Luxembourg. François Bousquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nos studios pour évoquer cette vertu dont on parle peu, le courage. Pourquoi avoir consacré un livre dessus? Alors, c'est sous-titré Manuel de guérilla culturelle. On va un petit peu décortiquer les concepts, puisqu'en plus, à Éléments, c'est une de vos spécialités d'étudier la philosophie politique. Et ce rapport qu'il y a entre courage et guérilla culturelle, comment est-ce que vous le faites et pourquoi vous associez les deux? Le livre est en deux parties. Oui, la première partie est consacrée au courage, à cette vertu du courage. Et il y a une deuxième partie qui est consacrée à la guérilla culturelle, puisqu'en effet, Alain de Benoît, la nouvelle droite, plus largement, depuis une quarantaine d'années, a théorisé ce qu'on appelait un gramscisme de droite, c'est-à-dire une guerre culturelle de droite. La guerre culturelle était la propriété intellectuelle de la gauche. Elle a été théorisée par Gramsci, qui était un grand intellectuel communiste italien, antifasciste, dans l'entre-deux-guerres. Et Alain de Benoît et la nouvelle droite se sont emparés de ce thème en se disant que c'est un thème pour nous. Et moi, je le repense à nouveau frais dans le cadre de la guérilla. On y reviendra, puisque la guérilla est une autre forme de guerre, de ce qu'on appelait autrefois les petites guerres, donc une guerre entre autres asymétrique. Et ça, c'est la deuxième partie du livre, qui correspond au projet de la nouvelle librairie. La nouvelle librairie s'est implantée dans le quartier latin, un quartier que nous avions déserté, en tout cas le courant de pensée que nous incarnons, qui est un courant de pensée qu'on peut qualifier d'identitaire, dont on pourrait dire, puisqu'on fait de la littérature, qu'on est cette droite littéraire. Et bien depuis la table ronde, nos idées, nos auteurs avaient disparu du paysage culturel et intellectuel, dans l'épicentre du pouvoir intellectuel précisément, qui est le quartier latin. Donc on a voulu y revenir, mais on est revenu évidemment dans un territoire hostile, donc on est revenu chez l'ennemi. Et chez l'ennemi, on ne pouvait pas le défier frontalement, nous n'étions pas équipés financièrement, économiquement, pour le défier d'égal à égal. Donc on a adopté la stratégie du petit contre le gros, c'est l'asymétrie. Et ça requiert évidemment du courage. Et pourquoi le courage? C'est un peu le livre manifeste des éditions de la librairie. La librairie a été créée en mai 2018. Elle a vraiment été lancée en septembre 2018 avec une signature qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est Dédicace de Zemmour, où on a vendu 400 bouquins. C'était la folie, que des jeunes. C'était surprenant. Qui avait découvert Zemmour sur YouTube, entre autres, beaucoup plus que par ses livres. Et un an après, en octobre 2019, on a lancé les éditions. Alors pourquoi les éditions et pourquoi ce livre Courage? Eh bien parce que, au bout d'un an de librairie, le thème me trottait dans la tête. Nous trottait dans la tête que c'est un projet communautaire et collectif, mais me trottait vraiment dans la tête. C'est qu'il me semble que c'est la vertu des commencements, c'est la vertu décisive, c'est la vertu sans laquelle rien n'est possible. Le long-seller de la librairie depuis 2 ans, hors nouveauté, c'est-à-dire hors Zemmour, hors Le Pen, enfin que sais-je, hors Villiers, où on vend beaucoup de livres, puisqu'il y a un effet de nouveauté. Le long-seller qu'on vend le plus, tenez-vous bien, c'est Le Déclin du courage d'Alexandre Solzhenitsyn, réédité par les Belles Lettres à 9 €, qui est un texte assez court, très bref, une intervention prononcée devant les étudiants d'Harvard par Solzhenitsyn, il y a de cela 40 ans. On va en reparler, parce que vous consacrez un chapitre. C'est un texte majeur du XXe siècle. Voilà, majeur. On en reparlera de Solzhenitsyn, mais simplement, c'est le livre le plus vendu. Vous le mettez en pile, il vaut 9 €, il fait 40 000 signes, il est téléchargeable gratuitement sur Internet. Or, les étudiants, nous nous adressons d'abord aux étudiants, se jettent dessus et l'achètent, l'offrent. Ça m'a intrigué. Ça a pointé cette question du courage, ça a mis le focus sur elle à travers ce livre, mais plus largement, moi, je pense que sans courage nous sommes morts, sans courage cette émission ne présente plus d'intérêt, ce que vous faites, ce que je fais ne présente plus d'utilité. C'est un pari, le courage. Retrouvons cette vertu-là, cette vertu qui est la nôtre depuis 2500 ans, depuis 3000 ans, depuis l'acte de fondation, Homérique, parce qu'Homérique invente le courage. Il invente le premier héros, Achille, qui est le grand héros héroïque. Il invente la littérature épique. Donc la littérature épique, c'est la littérature du courage, du cœur, de l'élan, de l'allant. Et bien sans cela, l'aventure européenne, l'aventure française finit en eau de boudin, telle qu'elle est. C'est le chemin que nous prenons. Si nous ne mettons pas un terme, si nous ne ressaisissons pas cette question du courage, je poursuis. J'en fais une lecture un peu paléontologique. Je crois qu'on ne devient réellement homme qu'à travers le courage. Pourquoi ? L'homme devient homme lorsqu'il acquiert la voix. Il acquiert la voix en redressant le corps, par la verticalité. En se verticalisant, l'homme
développe cette aptitude à parler. Et cette aptitude à parler va très largement contribuer à élargir, étoffer, enfin je ne suis pas un neurologue, son cerveau. Bref, quand on passe de la quadrupédie des singes, des univers rampants, à l'univers des univers horizontaux, à la bipédie, c'est-à-dire que quand je me redresse, moi, François Bousquet, j'accomplis un acte de courage. Le courage, c'est se redresser. Et je crois que depuis 200 000 ans, sinon plus, cette question du courage a accompagné Homo sapiens pour l'oublier depuis 50 ans, puisque c'est depuis 50 ans que nous oublions. Nos grands-parents étaient courageux, rappelons-nous, certes, ils n'étaient pas nombreux pendant la guerre, mais ils l'étaient plus à la fin de la guerre. Nos grands-parents se sont engagés sur des champs de bataille, se sont engagés pour des idées, ont mis leur peau sur la table. Donc c'est quelque chose d'assez récent, mais depuis 50 ans, nous avons, semble-t-il, oublié cette vertu sans laquelle il n'y a pas de survie possible pour notre identité. Vous avez évoqué en début d'entretien la guerre culturelle ou ce qu'on appelle la droite littéraire. On voit qu'il y a eu une sorte d'effondrement, je ne sais pas si c'est un effondrement, ventre mou dans les années 60-70, le combat littéraire est extrêmement présent à droite dans les années 1900-1950, de manière très variée. Il y a des gens, Charles Maurras bien sûr, Mainville, Paul Claudel, des gens qui sont parfois opposés entre eux aussi. Enfin, il y a une très belle diversité, très beau panel. Et puis on a effectivement l'impression d'un creux. Il y a Raymond Aron qui est peut-être un des rares, mais enfin... J'en oublie probablement, mais j'en vois pas beaucoup d'autres. Julien Freud, qu'on avait évoqué lors de notre émission. Comment vous expliquez qu'il y a eu cet effondrement? Est-ce que c'est unique les communistes, certes, qui étaient omniprésents à l'université, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris justement le pouvoir et pourquoi est-ce que ce courant intellectuel-là, qui est d'ailleurs par ailleurs extrêmement divers entre les hussards et d'autres, il peut y avoir pas mal de divergences et parfois même d'affrontements, mais pourquoi cette disparition, cet effacement? Alors, vaste question, il y a plus. La réponse est multifactorielle. Il y a la guerre de 44 et l'épuration. De fait, beaucoup d'auteurs ont été épurés. Il y a eu une liste noire. Il y a eu plusieurs listes noires pendant la guerre. Il y a eu une liste noire allemande, la liste noire Otto, qui interdisait certains auteurs, dont Henri Béraud, par exemple, qui sera classé, qui sera lui interdit aussi par les résistants. Parce qu'il y aura une liste noire du CNE, donc du Comité national des écrivains, qui va interdire la moitié, sinon les 2/3 de l'Académie française. Quelqu'un comme Maurras, que vous évoquiez, est chassé de l'Académie française en 45 ou 44. Morand s'enfuit en Suisse. Chardonne disparaît des écrans radars. Enfin bref, des figures majeures de la littérature française disparaissent des écrans. Pour collaboration ou pas. Il suffisait d'être présumé, d'avoir des proximités avec l'occupant. Je pense à une figure comme Giono. Giono est jeté en prison en 1939, immense écrivain Giono. En 1939, il est jeté en prison pour refus de participer à la guerre, au nom du pacifisme qui était le sien. Donc il est jeté en prison par la Troisième République. En 1944, il est jeté en prison de nouveau. Parce qu'il a écrit dans la NRF, il a écrit dans les revues qui ont paru sous l'occupation. Donc 1944 a été un enjeu assez déterminant. Vous évoquiez les hussards. Moi je pense que les hussards, que j'adore par ailleurs, nous ont donné une mauvaise habitude. Ils ont développé le cliché qui veut que les idées sont à gauche et le style est à droite. Et je pense que c'était une manière pour eux de dire on vous laisse, à vous, gens de gauche, qui avez gagné la guerre, en tout cas la guerre intellectuelle, et en tout cas vous l'avez gagnée à Paris, on vous laisse le monopole de l'intelligence. Puisque nous sommes présumés coupables. Nous sommes présumés avoir collaboré, ce qui n'est pas le cas de Roger Nimier. Roger Nimier s'était engagé parmi les résistants, parmi les armées libératrices. Mais je crois que les hussards nous ont conforté l'idée que les idées étaient brûlantes, que nous avions perdu ce combat culturel, mais que nous pouvions faire des pirouettes par le style. Ce qui fait que ça a contribué à laisser abandonner ce monopole intellectuel au sartrisme, à l'existentialisme, au communisme, à tous les mouvements d'après-guerre. Après, il y a 68. 68, moi je pense, a été le vrai coup de massue, puisque jusqu'en 68, il y avait encore une droite littéraire.
Après 68, il n'y en a plus. Elle disparaît des écrans radars. Alors certes... On va dire l'Académie française, et Marcel Pagnol... Alors il s'institutionnalise. Morand, du reste, rentre à l'Académie française, mais ce courant des hussards, l'important dans l'histoire des idées, c'est de créer des familles. Je pense à l'Action française. L'Action française, c'est beaucoup plus que Maurras. Si ça n'était que Maurras, ce serait important, mais ça n'aurait pas l'importance que ça a pu avoir. Donc l'Action française, son tour de force, c'est d'avoir créé une école de pensée. Les hussards, leur tour de force, alors à un plus petit niveau, certes, mais c'est d'avoir créé une école de pensée, une maison d'édition, la Table Ronde, avec Lodenbach, une revue, la Table Ronde, plusieurs revues que Jacques Laurent dirigeait. Donc tout ça, après 68, disparaît. Cela étant dit, se crée parallèlement une autre école, qui peut sembler à beaucoup d'égards aux antipodes de l'Action française, mais qui est l'école à laquelle je me rattache, et qui est devenue une école de pensée, qui naît en 68, mais qui se développe surtout dans le milieu des années 70, c'est la Nouvelle Droite. Mais la Nouvelle Droite, elle occupe que le champ intellectuel. Très peu le champ culturel, un peu le champ cinématographique, de loin en loin la littérature, mais exception faite de la Nouvelle Droite, vous citiez Aron, il y a Molnier, mais tous ces gens-là sont un peu la traînée de comètes des écrivains des années 30. Tous ces gens-là étaient déjà là dans les années 30. Aron était en Angleterre, Molnier était à l'Action française et sûrement à Je suis partout, à vérifier. Donc en effet, il n'y a pas grand-chose, sauf la Nouvelle Droite, me semble-t-il. Alors justement, ce courant de Nouvelle Droite, comment vous le définiriez et le projet du début, comment est-ce qu'il s'est développé? Est-ce que avec le ça fait une cinquantaine d'années, dans les 70, est-ce que vous estimez avoir réussi tout parti? On n'a jamais complètement tout réussi. Non, on n'a jamais. Quelle était l'idée première et qu'est-ce que vous portiez dans ces années 70 comme, Alors, je n'étais pas là, mais disons que c'est un courant de pensée auquel je me rattache. Moi, je suis né en 68, donc j'ai l'âge. Cela étant dit, j'ai l'âge du courant de pensée auquel je m'identifie et je me rattache. Alors, il a plusieurs facettes, cette Nouvelle Droite. Elle a eu plusieurs auteurs, mais elle a un auteur majeur qui est Alain de Benoît, qui est à la fois un intellectuel en tant que tel, comme les gens que nous avons évoqués, mais qui est aussi, c'est un mot de Bourdieu, moi, auquel je suis très attaché, qui est aussi un intellectuel collectif. Parce que c'est une chose de faire une œuvre. De faire une œuvre individuelle. Il faut que chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui y sont prédestinés, la fassent cette œuvre. Mais plus important, me semble-t-il, c'est ce que Maurras a fait. Maurras a créé un courant de pensée. C'est qu'il a su s'entourer par son charme, par son intelligence, par son énergie, par sa volonté. Il a su s'entourer de Valois, de Daudet, de Bainville, de quantité d'intellectuels. Puis après, les gens qui vont le quitter. Les intellectuels, les non-conformistes des années 30, Molnier, etc., et d'autres, eh bien, il me semble que de Benoît a réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'il a créé une œuvre, il y a une centaine de bouquins, qui est incontournable. En tout cas, elle est beaucoup plus incontournable à l'étranger qu'en France, curieusement. Beaucoup plus lue en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Amérique latine que chez nous, mais il sera vengé après sa mort, je pense. Et à côté de ça, donc, il a agrégé autour de lui des journalistes, des intellectuels, des historiens, des philosophes. On évoquait Freund. Freund, à la fin de sa vie, était en gravité dans la nébuleuse Nouvelle Droite, parce que il était fâché avec le système universitaire, il était fâché avec l'institution, fâché avec les prudences de l'institution. Donc il s'était retrouvé dans cette famille, Poels, bien sûr, Louis Poels, le futur patron l'ancien patron de Planète et le créateur et patron du Figaro Magazine, qui a laissé une œuvre qui est loin d'être négligeable. Fay, qui nous a quittés il y a un an, vient de disparaître, quelqu'un qui est peu connu du grand public, mais qui me semble, pour moi, est une des figures intellectuelles majeures de notre temps. C'est Jean-François Gaultier, peu connu, je le redis, mais qui est un intellectuel, qui est une des figures les plus puissantes, une des voix les plus puissantes et les plus secrètes de notre temps. Il est passé par ce mouvement, donc de Benoît a su faire ça. Alors sur quel est le corpus idéologique, la Nouvelle Droite a pas mal évolué. Moi j'essaye de faire la jonction avec la librairie entre autres, entre la Nouvelle Droite, canal historique, et ce qu'elle est devenue après les années 80. C'est un courant de pensée qui a eu un immense succès médiatique à la fin des années 70-80, à l'époque du Figaro Magazine. Le Figaro Magazine était écrit par la Nouvelle Droite en fait. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui on n'imagine pas que le Figaro Magazine a été fondé par Powell et qu'il était la revue institutionnelle, les domaines institutionnels de la Nouvelle Droite. Oui, on a oublié plusieurs choses, que le Figaro Magazine était un journal avec une puissance de feu phénoménale. C'était 900 000 exemplaires chaque week-end. Aujourd'hui, ça doit être 300 000. C'est 900 000. Ça veut dire que c'est lu par le père de famille, la mère de famille, les enfants.
Et à l'époque, oui, de Benoît, Jean-Claude Vallat en est le rédacteur en chef. Jean-Claude Vallat est un personnage historique de ce courant de pensée qu'est la Nouvelle Droite. Donc oui, elle a eu à ce moment-là une importance considérable. Le système a pris peur. Il y a une offensive terrible, comme le système sait mettre en œuvre de temps en temps. Il y a une campagne contre cette Nouvelle Droite, qui a en partie cassé son élan. Donc elle a entamé une autre carrière, plus souterraine, plus latérale, beaucoup moins dans le dans le combat politique, dans le combat culturel, mais elle a poursuivi K1, K1. Alors, qu'est-ce que la Nouvelle Droite ? Les auteurs initiaux fétiches, il y en a un, on peut le citer, les gens le connaissent ou s'en souviennent peut-être, c'est Konrad Lorenz, prix Nobel de chimie, qui est l'auteur de l'agression, et qui montre à quel point l'agression, on retrouve sur des thèmes qui nous sont chers, peut-être qui vous le sont, à vous aussi, à conflit. L'agression, ça nous renvoie aux visions du monde de Carl Schmitt, l'ami, l'ennemi. L'agression, Lorenz prend bien soin de préciser quel est le propre de l'animalité, ce dont nous relevons. Nous sommes des animaux, nous sommes plus que des animaux, mais nous sommes aussi des animaux, disait-il. Et c'est l'agression dont il analyse, elle est intraspécifique, donc c'est l'agression dans chaque espèce. Pourquoi je cite Lorenz ? La Nouvelle Droite naît en réaction à l'angélisme 68 art. Donc pour s'en détacher au pacifisme de ces années-là. Donc elle renoue avec une vision du monde plus virile, plus guerrière, certains diront plus biologique, puisqu'on était attaché, en tout cas à l'époque, à une certaine lecture socio-biologisante. Donc on ramenait aussi à la biologie. Donc la Nouvelle Droite est passée par ce chemin-là. Elle est très attachée à ce qu'on appelle chez nous le différentialisme, c'est-à-dire qu'elle elle est assez hostile aux visions du monde monolithiques. Je ne veux pas dire monothéiste. Alain de Benoît le dirait. Je ne le dis pas puisque j'en participe de cette vision monothéiste. Mais elle est assez hostile aux visions du monde, à la pensée unique. De Benoît théorise la pensée unique. Et comment il la théorise ? Il explique depuis 2000 ans. En fait, on est dominé par une vision du monde uniforme, monolithique. Lui dirait monothéiste, ce qui n'est pas mon cas. Donc la Nouvelle Droite a, contre ça, essayé de faire valoir l'idée, comme Lévi-Strauss, comme quantité d'ethnologues, que l'humanité était diverse. Donc c'est ce qu'on appelle l'ethno-différentialisme. Je pense que c'est un des articles de foi auxquels nous sommes les plus attachés. C'est que l'homme n'est pas un. C'est ce que disait Joseph de Maistre. L'homme avec un H majuscule est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit propre à un courant de pensée, celui des Lumières, françaises, d'un certain universalisme, mais qui n'est pas le nôtre. Non, l'humanité est variée, polychrome, mélangée. Faisons en sorte de maintenir cette diversité. Donc c'est un élément central du corps doctrinal de la Nouvelle Droite. Un autre élément central, c'est l'idée qu'il y a une unité du libéralisme. Alors aujourd'hui, Michéa a apporté sa pierre à l'édifice, et plusieurs livres assez fins sur le plan philosophique et historique, où Michéa s'efforce de montrer que les deux libéralismes, culturels et économiques, le libéralisme de gauche et le libéralisme de droite, avaient vocation à renouer par-dessus les siècles, pour retrouver l'essence qui était celle du libéralisme au XVIIIe siècle. Donc la Nouvelle Droite s'est toujours opposée intellectuellement et philosophiquement à ce courant de pensée libéral. Donc on peut dire qu'un autre article assez important de notre famille de pensée, c'est un antilibéralisme de principe. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes hostiles à la liberté, au contraire, nous défendons la liberté, les libertés communales, les libertés féodales, et nous nous efforçons de montrer que, avant l'avènement du système de pensée libéral, j'en reparlerai pour la question du courage, la liberté appartenait en propre à l'homme européen. Il suffit de regarder nos ancêtres en Gaule, en Allemagne. C'est des sociétés où il y avait une très très grande liberté. Si je parle du courage, c'est que moi je crois que ce qui a fait depuis 2 à 3 siècles, il y a plusieurs éléments qui font que nos sociétés n'ont plus de courage. Mais il y a un élément central, me semble-t-il, c'est qu'une vision du monde individualiste, qui est la vision du monde qui est la nôtre, qui est dominée donc par des calculs d'intérêt, par des logiques d'intérêt, parce que les économistes appellent des choix rationnels, c'est-à-dire qu'on va maximiser les bénéfices, évidemment, en minimisant les coûts, ne peut pas coïncider avec une vision du monde courageuse, héroïque, virile, sacrificielle, puisque la logique du courage présuppose ou postule l'inverse. Qu'est-ce que postule la logique du courage ? La logique du courage postule que pour le plus grand gain, mais c'est un gain possible,
virtuel, présumé, espéré, je vais encourir le plus de risques possible. Alors, notre société est assez déroutée par cette logique-là. Nous, on préfère, suivant un schéma libéral, philosophiquement parlant, on préfère maximiser nos ressources, nos bénéfices, en prenant le moins de risques possible, en dépensant le moins d'argent, en rognant la dépense, quelle que soit la dépense financière, mais aussi la dépense sacrificielle. Cette vision du monde du courage, vous savez, dans Benjamin Constant qui est un des grands écrivains français, romancier d'ailleurs, mais aussi un des grands théoriciens politiques du libéralisme, a théorisé deux formes de liberté. La liberté des anciens et la liberté des modernes. Et moi, je préférais de loin la liberté des anciens à la liberté des modernes. Qu'est-ce que la liberté des anciens, nous dit Constant? La liberté des anciens, c'est une liberté active, une liberté positive, qui veut que moi, François Bousquet, je m'investisse corps et âme aux délibérations de la cité. Ça passe par la démocratie directe. Et cette liberté des anciens, disait Constant, c'est le propre de l'homme athénien. L'homme athénien est un citoyen à part entière. Donc il prend part à la décision publique. Il ne la délègue pas à un mandataire, l'élu. Et la liberté des modernes, dont on crève, moi je crois qu'on en crève aujourd'hui. La liberté des modernes, c'est l'inverse. C'est que l'État n'intervienne pas dans ma liberté individuelle, de jouer à la pétanque, de partir en vacances, de vendre des fleurs, ou de m'adonner à mes passions et à mes hobbies. Mais c'est une liberté privative, c'est une liberté négative. Or moi je crois que, moi j'ai écrit ce livre Courage, pour que nous sortions justement de cette liberté négative. Je le redis, cette liberté négative, c'est la liberté qui m'octroyait de me déplacer, d'aller d'un bout à l'autre du monde, mais de ne pas défendre les miens, de ne pas m'investir dans la cité. Donc en réalité, ce livre est une exhortation à renouer avec la liberté première, la liberté des anciens, qui est une liberté de participation, de coproduction du pouvoir. Sans cela, qu'attend de nous le pouvoir que nous le laissions agir à sa guise, le plus longtemps possible, sans que nous nous révoltions, sans que nous nous insurgions, sans que nous cherchions à lui contester ce monopole qu'on lui a conféré, qu'il s'est auto-conféré, de nous diriger. Donc le courage passe justement par je crois, mais il peut y avoir débat, j'ai fait des débats avec des libéraux sur cette question-là, je crois, passe par une critique d'une vision du monde libérale, individualiste. En réalité, j'en aurais fini, de deux choses l'une. Où je fais mon salut individuellement, auquel cas je n'ai pas besoin de la société. C'est le terme ultime de la philosophie libérale, je crois. Mais à ce compte-là, il faut que je m'isole sur une île, il faut que je me réfugie tout en haut de la montagne, pour pas que la violence du monde m'assaille, ou je fais mon salut collectivement. Je crois qu'on ne peut pas ne pas faire son salut collectivement. Et ça aussi, c'est un article assez très important de la vision du monde que nous portons, en tout cas à Éléments. C'est l'idée que nous sommes, mais c'est l'idée qui est à la source de la philosophie politique, l'idée que nous sommes des créatures communautaires, que nous sommes des créatures politiques, donc collectives. Et quelle serait pour vous la finalité? Parce que si on fait la guerre, que ce soit une guérilla ou un autre type de guerre, c'est en vue d'un but, la guerre n'étant qu'un moyen. Quel est ce but que vous voudriez atteindre et quel serait pour vous le mode d'organisation idéal? Enfin, si la société fonctionnait bien, comment elle devrait être? Pas une société parfaite, parce qu'elle n'est jamais parfaite, la société, mais si les choses devaient être bien agencées, comment serait-il? Alors je suis un fils de paysan et de commerçant, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, donc la sagesse populaire guide au départ ma vision du monde, en tout cas la sagesse proverbiale. Or de fait, nous ne sommes plus chez nous. Si je regarde ce que je suis, moi, en tant que créature politique, en tant que créature identitaire plutôt, c'est-à-dire identifiée à une religion, à une histoire, à une culture, à une ethnie. Aujourd'hui, je suis un fantôme politique, je n'ai pas le droit de citer. Aujourd'hui, je suis nazifié, je suis diabolisé, je suis démonisé. Moi, j'en suis venu à dire que les moyens auxquels le système recourt pour nous délégitimer, c'est l'invisibilisation sociale. Je le redis, moi, je suis un fantôme. J'ai pas accès aux médias centraux, aux médias mainstream. Quand notre librairie est attaquée, et elle est attaquée
régulièrement par les antifas qui détruisent nos vitrines. En dehors de Zemmour et de Michel Onfray, dans le paysage institutionnel, personne n'en parle, hein, donc je suis vraiment un fantôme. Hein. Je suis infériorisé, puisque je suis présumé être un populiste, hein, donc un plafond bas, un électeur de Trump. Hein. Je suis démonisé, je suis psychiatrisé, je pourrais poursuivre indéfiniment la liste. Hein. En réalité, ça, c'est ma néantification identitaire, hein, historique, hein, sociale, hein, à laquelle je ne consens pas, à laquelle beaucoup d'entre nous ne consentons pas, qui fonde hein, mon combat politique, hein, qui est un combat politico-identitaire, politico-communautaire, mais enfin, pour politique et communautaire, c'est le même. Hein. C'est le combat, c'est le combat de Jean Raspail dans Le Camp des Saints. Sauf que Jean Raspail a une vision du monde, avait une vision du monde désespérée. Il pensait que c'était fini. Il pensait qu'on était déjà dans le monde d'après, qu'il fallait créer ce qu'il appelait des isolats, donc refaire le Moyen-Âge en fait, hein. Refaire les cisterciens, refaire les clunisiens, refaire l'aventure européenne. Hein. J'espère que nous n'en sommes pas là. Le pari de courage est d'une autre nature. Hein. Mais si je ne veux pas, il ressemble plutôt à celui de Dominique Vénère qu'à celui de Jean Raspail, hein, pour me situer sur l'échelle de l'optimisme et du pessimisme. Hein. Il repose sur le pari que nous avons perdu la guerre. Hein. On a perdu la guerre, je crois. Que nous gagnons des batailles. Hein. On en gagne de plus en plus. Hein. Et peut-être qu'en gagnant de plus en plus de batailles, nous pourrons renverser le rapport de force qui joue en notre défaveur aujourd'hui et gagner la prochaine guerre, hein, qui est la guerre de notre survie en tant que peuple, en tant que civilisation, en tant qu'être historique. Hein. Je ne veux pas disparaître. Hein. C'est le combat. Bon, c'est un combat qui est, vous allez me dire, qui est peut-être encore plus existentiel que politique. Hein. Il est politique que dans un deuxième temps, mais d'abord il est existentiel. Je veux persévérer, c'est le mot de Spinoza hein, sur le conatus. Je veux persévérer dans mon être. Hein. Toute ma personne aspire à persévérer dans son être, hein, de Français, d'Européen, de chrétien, de païen, et l'un et l'autre. Hein. C'est ça pour moi la chose qui me requiert, qui me mobilise tous les matins, sans forcer le trait, hein, puisqu'on est souvent guetté par le découragement, parce qu'on se dit, mon Dieu, tout ça pour ça, mais Dieu merci, on est ressaisi. Littéralement sommé, hein, requis par les nôtres, hein, parce que nous sommes. Hein. Alors on reviendra tout à l'heure sur Solzhenitsyn. Je n'ai pas oublié ce qu'on a dit en début d'émission parce que c'est extrêmement important, mais avant ça, je voudrais faire un détour par la librairie. Ma question sera volontairement un petit peu provocatrice, mais ça fait 2 ans que vous avez créé cette librairie. Pourquoi créer une librairie aujourd'hui et plus exactement, est-ce que c'est utile, enfin ce qui peut avoir une utilité, mais est-ce que c'est nécessaire? Vous l'avez dit dans le combat culturel, on pourrait finalement les livres on peut les trouver ailleurs, on peut avoir des lieux de réunion aussi, mais en quoi la librairie est-elle fondamentale dans ce combat existentiel que vous avez évoqué? C'est vraiment la chose centrale, c'est le livre. Hein. Moi, un de mes soucis actuels, c'est que les jeunes consomment ce que nous sommes en train de faire de la vidéo, beaucoup de vidéos, trop de vidéos. Arrêtez de regarder de la vidéo et lisez. Sans lecture, on peut pas. Sans le livre, sans le livre, hein, quel qu'il soit. Mais je répondrai sur la question particulière de la librairie, parce que c'est pas quel qu'il soit en fait. Il faut que ce soit le livre dans un espace. Hein, physique, réel, hein, et non pas dématérialisé. Mais le livre est le cœur de ce que nous sommes. Hein, le cœur de ce que nous sommes, hein, chez les Grecs, chez les Romains, c'est le logos. Hein, qu'on l'appelle comme on veut, raison, parole, discours, peu importe, mais c'est le logos. Hein, le cœur hein, de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Pour ce qui me concerne, chrétien identitaire, c'est le verbe. Hein, nous sommes des animaux parlants, nous sommes structurés par la parole, hein, et donc par l'écrit. Nos livres fondateurs, hein, le livre, la Bible, le livre fondateur de la littérature épique et de la grande aventure européenne, hein, c'est Homère. Hein. Donc on ne peut pas faire l'économie du livre. Sans le livre, nous sommes perdus. Sans le livre, nous ne pouvons pas penser. Nous ne pouvons pas penser ce que nous sommes, ce qui est notre adversaire. Sans le livre, nous ne pouvons pas
nous appuyer sur cette banque de données phénoménale qui est l'histoire du livre depuis 2500 ans. Le paradoxe qu'on appelait le paradoxe Google, c'est que jamais l'humanité n'a eu autant de moyens de lire, puisque Google a numérisé tous les chefs de l'humanité, et jamais l'humanité a éprouvé aussi peu le besoin de les lire. C'est très curieux, mais sans le livre, nous ne pouvons pas parler. Sans livre, nous ne pouvons pas échanger. Nous sommes des animaux parlants. Nous ne sommes pas régis seulement par nos émotions, comme on voudrait nous faire croire. Nous ne sommes pas seulement des gens qui déchiffrons des images. Nous structurons un discours. On structure un discours à travers le langage. Sans le langage, et le langage, le sanctuaire, l'écran du langage, c'est le livre, c'est la chose imprimée, c'est ça. Alors pourquoi une librairie aujourd'hui ? Parce qu'il faut qu'on soit présent physiquement, parce que nous avons déserté la rue. Nos idées n'apparaissent plus dans la rue. Nos codes n'apparaissent pas dans la rue. Même les jeunes qui nous rejoignent, de plus en plus nombreux, signe très encourageant, pour beaucoup d'entre eux, ont adopté les codes de l'ennemi, ont adopté la couleur arc-en-ciel, ont adopté l'univers de la haute couture, qui n'est même pas gay. Moi je m'en moque qu'il soit gay. Il est trans. Nous avons perdu ça. Pourquoi les jeunes portent Che Guevara sur leur t-shirt, alors qu'ils ne savent pas qui est Che Guevara. Combien d'études personnes d'ailleurs. Pourquoi portent-ils l'étoile soviétique, parce que c'est tendance, mais c'est capital, parce que c'est là pour le coup. Les gens qui n'ont pas accès aux livres, ou alors qu'à la marge, ont accès aux symboles. Et ces symboles-là, nous les avons perdus. Donc il est impératif de réinvestir la rue. De toutes les manières possibles. Vraiment, le quartier général, c'est la rue. La salle de débat, c'est la rue. Donc aussi la librairie. La librairie, vraiment. Moi, je pense que l'univers idéologique qui nous échappe le plus aujourd'hui, sauf à la marge, c'est le système, c'est la nébuleuse culturelle. Le journalisme, la culture, donc théâtre, cinéma, etc. Et l'université. Alors on a des librairies, il y a des librairies formidables en France, mais elles font le parti pris elles ont adopté, qu'elles me pardonnent, la stratégie que nous a imposée notre ennemi. C'est la stratégie d'invisibilisation sociale. Il ne faut pas que nos idées soient visibles. Donc on a le droit d'ouvrir des librairies aujourd'hui dissidentes, mais à la périphérie des villes, dans les caves, au bout d'un impasse. Tandis que nous, on a fait le parti pris inverse, c'est de nous réimposer, d'instaurer une stratégie de la tension avec notre adversaire, d'où les descentes des antifas, qui savent, eux, ils ont beau ne pas avoir une conception territoriale de la terre, de fait, toute leur stratégie est commencée par une stratégie territoriale qui est celle du chien. Ils urinent. Dès qu'ils ont uriné place de la Sorbonne, c'est chez eux. Donc depuis 50 ans, ils urinent, pardonnez-moi, place de la Sorbonne. Donc ils sont chez eux. Donc à nous de nous inviter chez eux. Si nous voulons instaurer un rapport de force. Donc la librairie, au départ, c'était ça. Ensuite, moi je pense que à l'usage et à l'expérience, de plus en plus de jeunes sont peut-être un peu moins cultivés, mais c'est sous réserve. En tout cas, ils sont beaucoup moins inhibés que nos générations ne l'étaient. Ils n'ont pas du tout le même rapport avec l'interdit. Pas du tout, je trouve. Je parle des vingtenaires, donc 20, 25 ans, jusqu'à Sciences Po, Paris 1, Paris 4, etc. Ils sont beaucoup plus libres. Et je crois, moi, qu'ils avaient besoin d'un avant-poste, d'un lieu physique, qui leur envoie un signal, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas orphelin, il y a des aînés sont là, pour transmettre le témoin, Ça a passé par la librairie. Vous seriez surpris alors évidemment, la traduction en chiffre d'affaires est de fait, les vingtenaires n'ont pas le pouvoir d'achat d'un trentenaire ou d'un quarantenaire. Donc ils ne peuvent pas acheter des piles de livres. La librairie vit avec les gens qui viennent acheter de ma génération des piles de livres. Mais elle n'a pas été faite pour eux. Elle a été faite pour les jeunes de 20 ans, pour acheter Solzhenitsyn, pour acheter un livre de Michéa, pour acheter un livre de Jean Raspail. En livre de poche, pour acheter Cire de Jean Raspail, par exemple, pour acheter un Zemmour en livre de poche. Elle a été conçue pour ça, leur dire vous n'êtes pas seul. Et moi j'observe depuis quelques années, en tout cas dans le syndicalisme étudiant, que la
cocarde étudiante, dont la création est antérieure à la librairie, et dont le développement est autrement viral que celui de la librairie, puisqu'elle s'implante un peu partout aujourd'hui, mais malgré tout, coïncide. Moi, je vois beaucoup de gens de la cocarde, beaucoup de gens de génération identitaire, beaucoup de gens passés par l'IFP de Pesé. Je suis sidéré, moi, par le nombre de jeunes que la librairie attire. Donc elle a été, même les gens de 20 ans, qui ont une vision du monde un peu, dont on peut penser que leur vision du monde est dématérialisée, non, ils ont besoin d'un lieu physique, parce que c'est un avant-poste de cette reconquête culturelle. Moi je regrette, l'endroit est somptueux, c'est en face de la fontaine Médicis, mais on n'a que 70 mètres carrés. Moi je rêverais qu'on ait 200 mètres carrés, avec des loyers hors de prix dans ces quartiers-là, parce que c'est quasiment les plus chers de Paris. Mais oui, c'est pas fini. Regardez la mésaventure qui est arrivée à Renaud Camus. Renaud Camus a été chassé de toutes les maisons d'édition, toutes, POL, Fayard, sauf Pierre-Guillaume Deroux, qui a édité Le Petit Remplacement. Mais de fait, Le Grand Remplacement est édité chez l'auteur, par Renaud Camus, mais en fait, il est édité par Amazon. Qu'est-ce qu'a décidé? Ça vient de très haut, ça vient du patron d'Amazon. Il a retiré de la vente Le Grand Remplacement. C'est-à-dire qu'un des enjeux décisifs pour nous, la disparition en tant que civilisation, eh bien, l'auteur qui l'a théorisé, en tout cas l'auteur qui a pensé le concept, en tout cas qui a inventé le slogan, mais c'est beaucoup plus que le slogan chez Camus, n'a plus le droit de citer sur Amazon. C'est formidable Amazon, je veux dire, moi je m'en sers d'Amazon, mais du jour au lendemain, Amazon décidera, comme Twitter, comme Facebook, comme les grands opérateurs des réseaux sociaux, de censurer. En un clic, ils censurent, sans recours de notre part. Donc il faut que nous parions et nous assurions nos arrières. Il ne faut pas penser que la vidéo va nous permettre de survivre. Non, la vidéo YouTube, un jour, nous déréférencera, s'il le souhaite. Il faut que nous ayons des livres. Alors justement, on va aborder Solzhenitsyn, c'était un petit peu la trame jusqu'à maintenant. Vous y consacrez un chapitre. Il y a donc ce discours d'Harvard, puisque c'est le titre du discours qu'il prononce. Donc, pour remettre dans le contexte, Solzhenitsyn, on est en pleine guerre froide, avec combat très virulent contre le monde soviétique. Il est chassé du RSS, il trouve refuge aux États-Unis. Il a fait un petit tour par la France, où il était d'ailleurs passablement mal accueilli. On peut retrouver, d'ailleurs, ça c'est un des bienfaits des recherches internet, un des passages qu'il avait effectué chez Bernard Pivot, où on le voit attaqué, dénigré par une partie de la gauche française qui se moque de celui qui a dénoncé les goulags. Et donc il est reçu à Harvard et il fait un discours dont ceux qui l'écoutaient pensaient que ça allait être un discours à la gloire des États-Unis et une descente en flèche de l'URSS. Et finalement, il met les deux en relation, voire même en parallèle, en disant ce qu'il y a de mauvais dans l'URSS, je peux aussi le retrouver chez vous. Et vous êtes menacé par le même mal. C'était un peu surprenant pour ceux qui écoutaient. Ouais. Ça a été une douche froide pour les étudiants, parce que c'était pour la remise des diplômes de la promotion 78. Voilà, où jettent leur calicot. Voilà, ouais. Et donc, il a pris de court l'intelligentsia. Les Américains étaient convaincus qu'ils incarnaient le monde libre. C'était la formule que nous employions alors. Ils étaient le monde libre, et nous étions le monde libre. Donc en face de nous, il y avait un monde qui était occupé, qui était bâillonné, qui était aliéné, qui était le monde soviétique. Et Solzhenitsyn, qui était un homme de l'ancien temps, donc très attaché à toutes les formes d'hospitalité, était dans un très grand embarras quand il a dû prononcer ce discours. Parce qu'il est accueilli par quelqu'un qui lui prête sa maison, quoi. C'est l'Amérique. Mais cette maison, dit-il aux Américains, est gâtée, au sens où les dents le sont, au sens où les enfants le sont, pourrie, desséchée. Elle est desséchée, puisque c'est une nation qui n'est plus que juridique, qui ne tient que par le contrat, qui ne tient que par le tribunal et que par le droit, d'où toute âme et tout esprit ont disparu. Elle est affectée d'une maladie mortelle, comme toutes les sociétés sans courage. C'est bref, c'est dense. Lui, l'auteur de livres fleuves, plus que Tolstoï encore, puisque ses nœuds sur la Révolution, tenez-vous bien, c'est 3600 pages. C'est donc le deuxième chef-d'œuvre. Et l'archipel, dont il disait que c'était qu'une petite fenêtre, de rien, une meurtrière, disait-il, sur la Colima. La Colima, c'était les régions
sibérienne des déportés politiques, des zèques, des prisonniers politiques, fait 1500 pages. Donc l'auteur d'œuvres fleuves est capable de petits discours, presque des haïkus, presque, je ne sais pas comment les qualifier, bref, denses, pour moi, qui font que Solzhenitsyn, même si faut pas demander aux gens de lire l'archipel, c'est énorme l'archipel. Le Chêne et le Veau, c'est 3 tomes de. Ouais, c'est les mémoires, mais de lire, oui, de lire, on le trouve sur Internet. Une lettre, pas une lettre, un article qu'il a écrit le jour de son arrestation en 74 ou 73, je sais plus, donc avant qu'il soit chassé de l'URSS, alors qu'on lui remet le Nobel, où il dit que c'est un non-possumus, c'est un écrivain orthodoxe, il est porté par une vision du monde christique, dostoïevskienne, Solzhenitsyn, et il dit comment vous libérer du mensonge, il suffit de dire au mensonge non, tu ne passeras pas par moi. Il dit c'est sur une page et demie, texte prodigieux, c'est prodigieux, qui s'adresse à chacun d'entre nous. Il est dans notre pouvoir à chacun d'entre nous de dire non. Alors là, c'est l'orthodoxe qui parle. Non, le diable, tu ne passeras pas. Il reprend les phrases des évangiles. Mais pour ceux qui ne croient pas, comme moi, moi, Iban Muniz sera la seule leçon qui est susceptible de me changer, puisque le courage est d'abord une décision individuelle. C'est-à-dire que je refuse d'être un gnou. Je refuse d'être ce conformiste béni oui-oui qui consent à tout ce que le système lui dit. Va à droite, il va à droite, va à gauche, il va à gauche, va en vacances, il va en vacances. Travaille, il travaille. Ne te préoccupe pas de ta société, de ton peuple, des tiens. Si je veux me défaire de cette vision du monde, me dit Solzhenitsyn, c'est simple comme bonjour. Il suffit de dire non, intérieurement non. Donc en une page. L'auteur des 1500, 3000 pages, et des 10 volumes et 30 volumes, en une page m'explique comment devenir courageux. Donc il faut le lire presque, on le trouve sur Internet, il faut le lire en parallèle au déclin du courage, donc le discours d'Harvard, où en 30-40 pages, il nous donne les clés, la solution, où il nous alerte sur ce qui nous menace et il nous permet éventuellement d'en corriger les effets. Donc oui, Solzhenitsyn, si on regarde bien la voix d'un écrivain à travers les âges, c'est sûrement l'écrivain, jamais un écrivain, le superlatif n'est pas de trop, n'aura eu un tel rôle dans la cité, en Europe, en Occident, dans le monde. Je ne sais pas, on peut penser à Victor Hugo, on peut penser à des gens comme ça, à Voltaire, mais aucun écrivain n'a eu une telle puissance. En fait, quand on regarde le XXe siècle russe, c'est quoi ? En dernière analyse, c'est le défi Staline-Solzhenitsyn. C'est dire à quel point celui qui va étouffer son peuple et celui qui va s'efforcer de le libérer. Alors certes, il est plus lu en Occident que là-bas, mais qu'importe. Donc oui, Solzhenitsyn, lisons Solzhenitsyn. Et hormis lui, François Bousquet, si on rentre dans votre librairie, donc je rappelle qu'elle est dans le quartier latin, juste en face du Jardin du Luxembourg, en plus l'endroit est magnifique. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme écrivain, alors vivant ou décédé, comme ça, de prime abord, un roman, un poème Alors ça dépend de... Alors maintenant, il y a un libraire principal dans la librairie. Donc j'ai été libraire dans une autre vie. Je ne le suis plus. Tout dépend de la personne qui vient chez vous. La plus grosse erreur du libraire, c'est l'erreur de casting. C'est l'ajustement de la mire. C'est vendre un roman hermétique à quelqu'un qui veut un roman d'aventure. C'est vendre un livre d'histoire à quelqu'un qui vient chercher un essai de philosophie politique. Donc au préalable, il faut que vous me disiez ce que je peux l'imposer là. Moi, je pense que si on lit très peu de livres, mais quelques livres qui sont des livres comme ceux de Solzhenitsyn, qui par définition sont inactuels, sont inaltérables. C'est-à-dire qu'on peut pas, ils sont pas abîmés par le temps, ils sont pas frappés de péremption, c'est pas comme une orange, ils pourrissent pas. Si on veut comprendre notre époque, moi j'aimerais faire des vidéos là-dessus, c'est pour comprendre le féminisme, les trans, tout le délire, là, il faut lire Les femmes savantes et les précieuses ridicules, de Molière, ça va vite, ça prend 1 heure. Si on veut lire un grand roman,
Balzac. Hein. Balzac a écrit... Balzac, c'est l'équivalent de Napoléon dans les lettres. Hein. Donc Balzac, il a plus de 100 volumes dans la Comédie humaine. Hein. Il y a 50 chefs-d'œuvre. Hein. Qui sont, je crois, indispensables. Hein. L'école apprend mal à lire Balzac, mais je crois que c'est le plus grand écrivain français et on a du mal à le défendre. Hein. On a du mal à dire, comme les Anglais le font de Shakespeare, les Allemands de Goethe, les Italiens de Dante, hein, à dire le pays de Balzac. On dit, mais pas celui de Molière. Hein. Mais si vous lisez 10 grands livres de Balzac, moi je crois que c'est pas la peine d'aller à l'école. Hein. Ça forge l'âme. Hein. Balzac forge l'âme. Il développe toutes les qualités, me semble-t-il, de l'esprit indispensables, la générosité, l'altruisme, l'héroïsme, le sens du sacrifice. On est autonome, avec ça on est autonome. C'est un bagage pour moi suffisant pour traverser la vie. Mais tout dépend de ce que vous recherchez pour répondre plus particulièrement à votre question. Si c'est un essai de géopolitique, hein, vous auriez, je crois, ce serait plutôt vos recommandations que je serais amené à suivre. Hein. Un livre de philosophie, quand on a 20 ans, Nietzsche est très important, je crois. Qu'on soit croyant ou pas, il faut mettre sa foi à l'épreuve. Hein, si on est croyant, il n'y a rien de tel que Nietzsche. Hein. Et si on ne l'est pas, Nietzsche aussi, puisque il impose des obligations. Nietzsche oblige, hein, à 20 ans. Je suis un peu... Alors je continue, hein, puisque après tous les livres, il y en a les chefs-d'œuvre ne manquent pas, c'est pléthorique. Hein. Moi, quand j'étais adolescent, je me suis particulièrement identifié au premier roman de Céline, hein, Le Voyage, bien sûr, mais surtout Mort à crédit. Étant d'extraction petite bourgeoise, hein, paysanne, je l'ai dit, et petit commerçant, moi, je me suis retrouvé dans le chef-d'œuvre poujadiste qui est Mort à crédit, qui est le chef-d'œuvre du poujadisme. Il nous venge, à nous, qui sommes des petits bourgeois, donc nous sommes déjà petits en tant que petits bourgeois. Eh bien, Céline nous venge. Mais c'est une société qui a un peu disparu. Mais c'est à voir, tout dépend de ce que vous recherchez. Mais la première chose, le premier travail du libraire, c'est un travail de profilage. Hein. C'est ne pas conseiller à quelqu'un un livre qu'il ne va pas aimer. Il faut conseiller à quelqu'un un livre qui va changer sa vie. Vous voyez à quel point c'est important le livre. Hein. Je ne vois pas d'équivalent pour moi au livre pour changer la vie d'un homme. Je ne crois pas que une rencontre amoureuse, oui, certes, hein, la vision d'un paysage, d'accord, hein, mais le choc produit par une intelligence supérieure, hein, ce que je ne suis pas, ce que la plupart d'entre nous ne sommes pas, métamorphose, change une vie, oui, donc on ne peut pas renoncer au livre. Hein. Si on renonce au livre, on va renoncer à une part, on va renoncer à notre humanité. Peut-être est-ce la tentation de l'époque, hein, la tentation de l'époque est de renoncer à notre humanité. Pour du trans, pour du post, pour que sais-je, hein, pour de l'infra, j'en sais rien. Mais non, il y a une phrase de John Cowper Powys, qui est un grand barde gallois, qui dit que l'homme a volé le feu aux dieux à travers le livre et Prométhée, et il le ramènera dans une feuille de laurier le jour où il mourra. C'est un passage fantastique d'un livre de John Cowper Powys, hein, Les plaisirs de la littérature. Hein. Non, mais si on nous prend le livre, on nous prend la vie. Et ben c'est pour ça que vous avez créé cette librairie, que vous dirigez aussi la revue Éléments, qui est la revue des idées, et puis que vous avez publié cet ouvrage Courage, donc aux éditions de la Nouvelle Librairie, puisque finalement à l'origine les librairies étaient là pour éditer des livres, donc vous renouez aussi avec l'origine de la librairie. Merci beaucoup François Bousquet d'avoir évoqué ici ces questions d'entre les lignes, et nous retrouverons pour d'autres émissions sur les livres qui sont la vie, en effet. À bientôt.